Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui consacrée au film Ammonite, un film de 2020, donc ouais j'arrive un peu tard, 4 ans après la guerre quand même, mais bon vaut mieux tard que jamais dit-on. Un film de 2020 donc britannique réalisé par Francis Lee avec Kate Winslet dans le rôle de Mary Anning, la fameuse chasseuse de fossiles de l'époque victorienne Mary Anning, et Saoirse Ronan dans le rôle de la géologue Charlotte Murchison. Alors cette vidéo, comme d'habitude dans mes critiques, sera divisée en 3 parties. D'abord un avis général, puis les bons points, puis les mauvais points. On commence d'abord par un avis général et un avis qui se résume en réalité en 3 phrases. C'est l'histoire d'une romance lesbienne totalement inventée entre Mary Anning et Charlotte Murchison. Cette histoire fait de Mary Anning un personnage tout à fait acariâtre et détestable. D'ailleurs, la plupart des personnages de ce film sont relativement détestables. Le nombre de fois où ils se disent bonjour se compte sur les doigts d'une demi-main. Voilà. Les doigts de Django Reinhardt, basiquement. Les gens sont mal polis, sont pas aimables dans ce film. Et de manière générale, voilà, cette tête là que vous voyez, Mary Anning, elle fait cette tête-là pendant tout le film. Elle fait la gueule pendant tout le film. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais bref, on en reparlera. Et c'est un film surtout, si vous êtes passionné de paléontologie et que vous vous attendez à voir de très beaux fossiles et à apprendre des choses sur Mary Anning et comment elle a fait ses grandes découvertes et quelles grandes découvertes elle a faites, si jamais vous ne connaissez pas du tout Mary Anning, vous n'apprendrez rien, parce que niveau historique, parce que déjà il se passe rien niveau des fossiles, c'est vraiment un film qui est centré sur la romance lesbienne et rien d'autre, et le peu qui se passe dans ce film est de toute façon d'un tel niveau d'anachronisme que je le place juste à côté de Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'est le niveau de justesse historique du film. Voilà. Donc ça, c'est l'avis général. Est-ce que je recommande ce film ? Si vous voulez voir une romance lesbienne à l'époque victorienne, oui. Avec occasionnellement Mary Anning à l'intérieur, voilà. Donc oui, si c'est ça que vous cherchez, allez-y. Si vous cherchez à en apprendre plus sur Mary Anning et à voir un beau film sur Mary Anning, passez votre chemin. Bon, avant d'aborder les bons points et les mauvais points sur le film, il est bon de rappeler, je pense, l'histoire générale de Mary Anning. Donc Mary Anning, née en 1799, a vécu à Lyme Regis, donc c'est une ville portuaire sur la côte, la côte que vous voyez à l'image en ce moment, la côte sud de l'Angleterre, qu'on appelle parfois la côte jurassique, parce que il y a de très belles les falaises là-bas exposent de façon très très marquée, très jolie la stratigraphie du Jurassique. Et on y trouve notamment des ichthyosaures, des plésiosaures et autres faunes marines, les ammonites, justement, qui donnent leur titre au film, des bélemnites aussi, en pagaille. Bref, c'est un coin très connu aujourd'hui pour être un point chaud, on va dire, de la chasse aux fossiles. Beaucoup de gens vont là-bas, et à l'époque de Mary Anning, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse, à l'époque de Mary Anning, c'était pas si connu que ça qu'il y avait des fossiles là-bas. C'est Mary Anning qui a popularisé la chose, justement. En tout cas, qui a largement contribué à populariser la chose. Mais c'était surtout connu à l'époque, Lyme Regis, d'une part, comme son nom l'indique, Lyme pour l'exploitation des calcaires du Jurassique avec lesquels il fabriquait de la chaux. Donc Lyme Regis était aussi une ville portuaire, une ville sur la côte, et pour un Anglais, si vous voulez, la côte sud de l'Angleterre, c'est un peu la Méditerranée. Donc Lyme Regis, c'était une station balnéaire. Alors je sais, quand vous voyez cette image-là, ça fait pas rêver, le temps est pourri, mais c'est l'Angleterre, quoi. Faut vous mettre dans la peau d'un Londonien de bonne famille de l'époque qui vit dans une Londres polluée par le charbon. C'est la révolution industrielle, évidemment. Donc vous vivez dans un Londres pollué par les fumées de charbon, allez à Lyme Regis au bord de la mer, même s'il fait ce temps-là, c'est une bouffée d'oxygène, quoi. Donc c'était une sorte de station balnéaire à l'époque de Mary Anning, et au début du 19e siècle, du coup, c'était une station balnéaire dans laquelle les riches et les scientifiques, puisque généralement, pour pouvoir se permettre d'être scientifique à l'époque, il fallait avoir une petite fortune personnelle, et une éducation, surtout, ce qui n'était pas forcément facile à avoir à l'époque, et qui coûtait cher. Donc les gens qui étaient riches, et donc incluant les scientifiques de l'époque, allaient en vacances à Lyme Regis pour se ressourcer et pour
allez voir Mary Anning, fameuse chercheuse de fossiles, très reconnue, très connue et très reconnue, même si du coup, comme le film va le rappeler très souvent, on a eu un peu tendance à l'oublier. Mais à l'époque, elle était très connue et très reconnue, et tout le monde connaissait ses talents de chasseuse de fossiles. Alors, elle a commencé sa carrière de chasseuse de fossiles au décès de son père. Elle avait 11 ou 12 ans. En tout cas, c'est la première fois quand elle a eu 11 ou 12 ans, c'est la première fois qu'on dit qu'elle a trouvé un fossile. Donc, du moins, il y a des rapports historiques qui parlent de Mary Anning ayant trouvé des fossiles. C'est un peu compliqué parce que sa mère aussi s'appelait Mary Anning et sa mère aussi cherchait des fossiles. Vous savez, c'est cette époque, le 19e siècle, où ils étaient pas très originaux dans les prénoms. Donc, sa mère aussi s'appelait Mary Anning. Dans le film, elle s'appelle Molly. C'était son surnom, Molly, mais elle s'appelait aussi Mary en réalité. Et donc c'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'elle a réellement commencé sa carrière, vu que elle et sa mère ont le même nom et allaient chercher des fossiles sur la côte. Mais Mary Anning va rapidement, la vraie Mary Anning, va rapidement devenir très connue pour la précision de son regard, on va dire. Elle était vraiment très courageuse, très forte et très douée pour trouver des fossiles. Et ça à la limite, ça fait partie plutôt des bons points du film. C'est qu'on la voit plusieurs fois dans le film. Regardez la section de roche, là, la falaise sur la côte de Lyme Regis, voir un nodule en hauteur et dire là-dedans il y a un truc. Alors qu'il y a plein de nodules partout. Vous voyez, il y a des galets partout sur la plage, il y a des nodules partout et nana. Et elle regarde, elle voit un galet en particulier, elle dit celui-là, il a un fossile. C'est d'ailleurs la première scène du film. Où on la voit aller chercher un fossile, une ammonite. Elle le voit du bord de la plage, nous on voit rien, évidemment c'est ça qu'on est censé comprendre, hein. Nous on ne voit rien, mais elle voit ce galet, c'est ce galet-là qu'elle veut, elle escalade la falaise, elle manque de se tuer dans le process, dans le procédé, ce qui rappelle du coup une fois où elle a effectivement failli mourir en allant chercher un fossile à cause d'un glissement de terrain et qui bon là c'est pas un glissement de terrain, elle dérape, hein, c'est tout dans le film. Mais dans sa vraie vie à elle, Mary Anning, il y a une fois où elle a réellement failli mourir à cause d'un glissement de terrain et d'ailleurs elle y a perdu son fidèle chien. Chien dont on va reparler aussi dans l'histoire parce que c'est important pour comprendre les histoires d'anachronisme. Et donc on voit que Mary Anning est très douée pour chercher les fossiles et il y a énormément de scientifiques de son époque, des scientifiques contemporains qui ont reconnu ses talents, et dans la liste, on a quand même, parmi les grands noms du début de l'histoire de la paléontologie britannique, Buckland et Mantell, hein, qui sont les deux scientifiques qui ont découvert les dinosaures, hein, le Megalosaurus et l'Iguanodon. Donc Buckland et Mantell ont largement travaillé avec Mary Anning. Owen est allé visiter Mary Anning, donc Richard Owen, l'inventeur du mot dinosaure, ni plus ni moins, s'il vous plaît. Et puis Lyell, Charles Lyell, qui est à la géologie ce que Charles Darwin est à la biologie. Lyell, l'inventeur de la géologie moderne, le principe d'actualisme, c'est lui. Voilà, il est l'incarnation du principe d'actualisme géologique. Donc bref, c'est une personne pour laquelle Mary Anning, je veux dire, c'est une personne où on ne manque pas d'histoire à raconter. Elle a découvert le premier ptérosaure en Angleterre, ce qui était en soi, si je ne m'abuse, le deuxième ptérosaure tout court. Hein? Le premier étant découvert en Allemagne aux côtés de l'Archéoptérix, dans les calcaires de Solnhofen. Elle a découvert le premier ichthyosaure, son premier ichthyosaure, elle l'a découverte quand elle était encore une gamine. Donc voilà, qu'est-ce que vous faisiez à l'âge de 15 ans? Elle découvrait des ichthyosaures complets, voilà. Donc elle a découvert le tout premier ichthyosaure scientifiquement décrit. Alors son père en avait découvert d'autres avant, mais ils n'ont pas été décrits scientifiquement. Donc finalement, ça n'a jamais été réellement enregistré et reconnu par l'histoire des sciences. Vous savez, c'est tout ce problème avec l'histoire des sciences n'enregistre que ce qu'elle veut bien enregistrer, et du coup, il y a des gens à qui on devrait donner crédit pour certaines découvertes à qui on les donne pas. Bref, mais son père du coup avait certainement découvert des ichthyosaures avant elle, mais bon c'est l'histoire a retenu Mary Anning parce que justement elle est arrivée au bon moment, elle avait ses collaborations scientifiques qui ont permis justement à cet ichthyosaure d'être décrit dans la littérature scientifique, contrairement à ceux que son père avait découvert avant elle et qui avaient juste été vendus et point barre, quoi. Donc
Elle a découvert le premier ichthyosaure, elle a découvert le premier plésiosaure, puis elle a découvert le premier squelette de plésiosaure complet, parce qu'évidemment elle n'a pas découvert qu'un seul plésiosaure dans sa vie, vous en faites pas. Temnodontosaurus, c'est elle, donc l'un des plus grands ichthyosaures connus, c'est elle. Bon, il y a de plus gros ichthyosaures maintenant dans le Trias. Bon, elle habitait à côté du Jurassique, donc elle pouvait pas aller dans le Trias. Mais bref. Donc elle a quand même du kilomètre au compteur, j'ai envie de dire. Elle a de la ressource, il y a de la chose à raconter avec elle. Ce qu'il faut dire, c'est que son business, c'était de vendre les fossiles. Hein. Elle faisait pas ça pour la science, en tout cas pas à la base, même si elle a fini par, en autodidacte, apprendre les ficelles de la science. Et donc, à la fin de sa vie, elle va pas hésiter à remettre en place pas mal de scientifiques dans des courriers bien sentis, voire même quand ils viendront la visiter. Donc à la fin de sa vie, elle sera quand même très éduquée en matière de paléontologie. Elle se sera elle-même complètement éduquée en matière de paléontologie, donc c'est remarquable. Mais à la base, elle fait pas ça pour la science. Elle fait ça pour faire vivre sa famille. Hein. C'est quand son père est mort, elle s'est mise à chercher des fossiles et à les vendre aux touristes à Lyme Regis pour pouvoir nourrir sa famille. Donc ses frères et sœurs, elle n'a jamais été mariée, elle n'a jamais eu d'enfants. Mais elle a nourri sa mère, ses frères et ses sœurs en faisant ça. Et de fait, de par la célébrité de son activité, de par la qualité de son activité, elle est devenue célèbre, et de par sa célébrité, elle a fini par attirer d'autres personnes qui sont venues eux aussi chercher des fossiles et les vendre à Lyme Regis, faisant de même capoter sa propre affaire, et donc elle finira sa vie pas misérable, mais vachement plus pauvre qu'elle ne l'a été. Et elle finira sa vie avec un cancer, donc à l'âge de 47 ans, cancer du sein. Ce qui nous est... Alors c'est à peu près l'époque à laquelle se passe le film. Hein. Le film se passe sur la fin de la vie de Mary Anning. Hein. Elle a une quarantaine bien tapée dans le film. Elle est triste, elle est sans le sou, donc on comprend que que ça se passe plutôt sur la fin de sa vie. Sur la fin de sa vie, il y a quand même les gens de la Geological Society of London sont pas trop rancuniers, hein, je veux dire quand même, c'est quand même elle qui leur a filé parmi les plus beaux spécimens qu'ils avaient dans leur galerie, donc ils ont quand même réussi à lui rapporter de l'argent quand même. Et puis il y avait cette fameuse gravure qui avait été faite, donc ils lui ont donné une bourse quand même sur la fin de ses jours pour qu'elle puisse continuer à vivre malgré le fait qu'elle trouve plus autant de fossiles qu'avant parce que pillage systématisé. Mais bref. Et donc sur la fin de sa vie, elle va quand même être reconnue par la Geological Society of London et recevoir une pension pour ça. Et puis elle mourra donc à l'âge de 47 ans. Donc elle sera pas complètement non reconnue officiellement, mais comme je l'ai dit, elle était célèbre. Ça, elle était célèbre. Donc le film se passe dans ces eaux-là, sur la fin de sa vie, quand elle est un peu sans le sou, elle est obligée d'accepter du coup d'avoir cette personne ici, jouée par Saoirse Ronan, et je dis cette personne ici, j'ai vraiment pas envie de l'appeler Charlotte Murchison, parce que ce personnage n'est pas Charlotte Murchison. Alors oui, elle s'appelle Charlotte Murchison dans le film, mais c'est pas elle. C'est pas elle. Je sais pas pour qui le film est le plus frustrant. Est-ce que c'est le fait que Mary Anning soit montrée comme une personne complètement détestable, ou est-ce que c'est le fait que Charlotte Murchison soit montrée comme une gourde? Mais oh là là, ce film est... Non, les mauvais points après. Les mauvais points après. Donc voici l'histoire de Mary Anning. Et donc ce film nous raconte une petite portion de cette histoire sur 2 semaines, voilà, ça se passe en 2-3 semaines, de la vie de Mary Anning, où elle va tomber amoureuse de cette jeune demoiselle blonde en arrière-plan. Et c'est tout ce que nous raconte cette histoire. Donc tout ce que je viens de vous raconter avant ça s'est complètement passé à la trappe. La vie de Mary Anning apparemment n'est pas suffisamment intéressante, on va raconter une histoire complètement inventée de romance qu'elle n'a jamais eue avec quelqu'un qui n'est pas la personne qu'elle est censée être. Mais d'abord, parlons des bons points du film. Concentrons-nous d'abord sur le positif, mesdames et messieurs, avant de parler du négatif. Le positif, les costumes. Les costumes sont vraiment très bien faits. On sent vraiment, en fait, que Mary Anning, comparée à Charlotte Murchison, ne vient pas de la même classe sociale, ce qui est un des thèmes centraux dans la vie de Mary Anning, ce qui va lui, d'une part, lui faire du tort, parce que, évidemment, venant de la classe inférieure, dans une Angleterre très hiérarchisée, à l'époque, venant d'une classe inférieure, évidemment, les gens vont la regarder de haut, notamment ses collègues scientifiques de Londres, ils vont la regarder de haut, et elle va être très peu créditée pour ses découvertes, en tout cas dans la littérature. Comme je l'ai dit, elle était célèbre. Elle était célèbre et ses talents reconnus.
mais dans la littérature, son nom est quasiment jamais cité, quoi. La littérature contemporaine, on lui a rarement donné le crédit pour ses découvertes. Donc, c'est un thème qui va revenir souvent dans la vie de Mary Anning, hein, son statut social. Et là, donc, ça se voit très très bien dans le film. Hein, quand dans le film, elle a vraiment l'air d'une pauvresse à côté de Charlotte Murchison et de ses robes flamboyantes. Et c'est encore pire quand elle visite Londres à la fin du film et que à Londres, ouais, ils la prennent quasiment pour une boniche, voire même pour une mendiante à un moment. Donc, elle a vraiment, ça se reflète vraiment bien dans les costumes. Les maquillages, le maquillage est extrêmement bien fait, notamment, et je sais que c'est un point de détail, mais ça m'a fait beaucoup plaisir en le voyant. Les gros doigts tout sales de Mary Anning. Les gros doigts tout sales de Mary Anning, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que oui, voilà, ça au moins c'est réaliste, quoi. Mary Anning qui avait sans cesse les doigts dans la boue dans cette boue cette glaise du Jurassique, effectivement, elle avait forcément les doigts dégueulasses, quoi. Ça devait jamais partir, en fait. Et donc là, elle a vraiment les doigts complètement dégoûtants. Et ça, je trouve ça très bien fait. Les décors, évidemment, la côte sud de l'Angleterre, quand il n'y a pas de brouillard, c'est joli. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non, seulement quand il ne pleut pas. Donc oui, c'est très joli. Ceci étant dit, à relativiser quand même. Alors les décors sont jolis, surtout les décors d'époque, mais Londres en CGI, c'est pas super beau. Faut quand même, en même temps, c'était pas un film à très gros budget, quoi. C'était pas un film qui avait prévu non plus de remporter beaucoup d'adhésion auprès du public. On voit bien que c'est pas un film c'est pas un blockbuster, quoi, hein, mais c'est, y a pas non plus de plan dans lesquels je me suis dit waouh, c'est fou, tu vois. Bon, c'est joli comme décor, mais c'est juste joli, c'est pas je pense qu'il y avait de belles choses à faire avec la côte du sud de l'Angleterre qui n'ont pas été faites dans ce film quand même. Ça vient peut-être aussi de limitations techniques toutes bêtes, du genre comme ils pouvaient pas avoir accès à des effets spéciaux numériques à fond, quoi, on va dire. C'est compliqué maintenant de filmer Lyme Regis et de faire croire que c'est le même Lyme Regis qu'à l'époque victorienne, quoi. Je pense qu'avoir des vues d'ensemble comme ça de Lyme Regis, ça n'aurait pas été possible. Il y en a pas d'ailleurs. Chaque fois, c'est dans des rues très étroites parce que je suppose qu'il doit y avoir le cœur de village à Lyme Regis qui est encore à peu près d'époque, mais que le reste, ça, c'est moderne, quoi. Donc je pense que vu qu'ils pouvaient pas effacer tout ça numériquement parce qu'ils avaient pas le budget, ils sont restés sur des décors plutôt restreints quand même. Mais sinon, quand les décors se permettent de respirer, notamment quand ils sont sur la plage, quand les personnages sont sur la plage, alors c'est beau. Il y a un moment dans le film où Mary Anning écrit de la poésie, et ça c'est bien. C'est bien parce qu'on sait qu'elle le faisait, ça, Mary Anning, elle écrit de la poésie. Mary Anning était éduquée, elle n'était pas lettrée non plus, mais elle était éduquée, et comme je vous l'ai dit, elle a réussi à s'éduquer elle-même à la paléontologie complètement en autodidacte, et donc elle écrivait aussi de la poésie. Donc ça m'a fait plaisir aussi de voir ce moment où Mary Anning écrivait de la poésie. Elle a notamment écrit un poème pour le docteur Conibert, où elle encensait les qualités de Monsieur Conibert, avec qui on suppose que peut-être elle aurait eu une petite romance. Petite romance, peut-être. Bon, évidemment, une romance à la victorienne, hein. On se touche le poignet, c'est déjà... Bref. Les dessins. Mary Anning, dans ses lettres et dans ses notes, faisait des dessins anatomiques remarquables. Alors là, je vous montre des bélemnites, mais elle a dessiné, évidemment, les plésiosaures qu'elle a dessinés, les ichthyosaures qu'elle a dessinés, qui sont ceux qu'elle a découverts, sont faits avec une précision anatomique remarquable. Donc ça, c'est représenté dans le film, et c'est même très bien représenté dans le film, donc ça m'a aussi fait très plaisir. Et on a évidemment la scène où Mary Anning remet un des scientifiques, un des géologues de son époque à sa place, un géologue donc de londonien qui venait visiter Mary Anning, comme je vous le disais. Elle n'hésitait pas à les remettre à leur place et à les éduquer, puisqu'elle avait une connaissance de terrain bien plus grande que n'importe qui venait la visiter, hein. Elle habitait sur place forcément, mais surtout, comme elle était très éduquée, ça surprenait beaucoup les géologues londoniens. Évidemment, les géologues londoniens, eux, ils étaient habitués à leurs femmes et leurs épouses qui étaient qui, de par leur statut social, étaient un peu enfermés dans un rôle de potiche.
Alors que Marie Anning, de par son statut social, elle, c'était venant d'une classe inférieure, on va dire, eh bien, elle était obligée de travailler pour vivre, et donc de chercher des fossiles pour vivre, et de fait, elle n'était pas reclus, en plus n'étant pas mariée, elle n'était pas reclus à ce rôle de potiche, vous voyez. Donc ça, c'est encore une fois un thème qui revient dans la vie de Marie Anning, hein, son statut social, parce que c'est aussi grâce, entre guillemets, à son statut social relativement bas, qu'elle a pu ne pas juste être la potiche de son mari. Un petit singe, vous savez, des petits singes savants, c'était exactement ça, le rôle de la femme dans l'Angleterre victorienne, le petit singe savant. Hélas. Et du coup, Marie Anning n'a pas été reclue à ce rôle-là parce qu'elle a été obligée de travailler pour vivre. Et c'est aussi pour ça, justement, qu'elle a réussi à accomplir tout ce qu'elle a accompli. Et donc là, on voit qu'elle a quand même le seum, et que elle a quand même le seum face à ces scientifiques londoniens qui profitent, on va dire, qui ont profité beaucoup de son travail à elle pour l'avancement de leur carrière. Et ça, elle l'a exprimé au travers de lettres et de courriers à son époque. Hein, elle l'a dit. Bon, ça n'avait pas l'importance que ça a dans le film. Je veux dire, elle en était pas au point de faire la gueule à longueur de temps non plus. Mais bref, elle avait le seum. Et donc, elle n'hésitait pas de temps en temps à les remettre à leur place. Et donc là, on voit, elle éduque Monsieur Murchison en lui disant « Mais non, mais ce que t'as trouvé, c'est un coprolite, t'es con. » Voilà. Ce qui était une des choses qu'elle faisait, effectivement, quand les gens venaient la visiter. Elle éduquait les gens, elle avait un petit peu ce piquant, on va dire. Elle avait du caractère. Et ça, c'est très bien documenté. Donc ça, c'est rendu dans le film aussi. Attaquons maintenant les mauvais points. Et dans les mauvais points, il y a le mauvais point principal, le mauvais point qui est au centre de tout le reste, le mauvais point qui est un problème durant tout le film, les anachronismes. Parce que là, vous voyez une Marie Anning qui va tirer la tronche pendant tout le film. Pendant tout le film, elle tire la gueule. Pourquoi ? Parce qu'on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur la fin de sa vie, les fossiles ne se vendent plus très bien, parce qu'elle est plus toute seule sur le marché, parce que la plage de Lyme Regis est ratissée en long, en large et en travers, plus seulement par elle, mais du coup par plein d'autres gens. On voit ça aussi d'ailleurs dans le film, elle est pas toute seule à chercher des fossiles sur la plage dans le film. Du coup les affaires vont mal et ça nous indique du coup qu'on est à la fin de la vie de Marie Anning. On sait aussi qu'on est sur la fin de la vie de Marie Anning, parce qu'il y a sa mère, enfin il y a son âge déjà, on voit qu'elle est sur une bonne quarantaine, elle est jouée par une actrice qui est sur une bonne quarantaine. Je sais pas quel est l'âge exact de Kate Winslet, mais bon, on voit que c'est une femme qui est déjà relativement mûre quand même, c'est pas le début de la vie de Marie Anning, elle a pas 20 ans, elle a plutôt proche de 40 ans, donc elle est proche de la fin de sa vie, la pauvre Marie Anning qui est morte à 47 ans. Donc c'est Marie Anning sur la fin de sa vie, on voit que c'est la fin de sa vie aussi parce qu'elle a plus son chien. Son chien, je vous disais tout à l'heure, qui est mort dans les années 1830, je me rappelle plus la date exacte, je crois que c'est 1833, mais vous pourrez retourner vérifier. C'est un fait très connu de la vie de Marie Anning. Donc son chien est mort, elle a pas repris de chien après ça. Et ça nous indique aussi du coup que comme son chien n'est pas avec elle sur la plage pour chercher les fossiles, on est pareil sur la deuxième moitié de sa vie. Le problème avec ça, c'est que les Murchison, elle est censée les connaître depuis 1829. 1829, alors que dans ce film, elle les rencontre seulement maintenant. Alors que si on est sur la fin de la vie de Marie Anning, on est largement passé les années 1830. On est même probablement dans les années 1840 à ce moment-là. On nous dit pas la date dans le film, mais on est 20 ans, plus de 10 ans, au moins plus de 10 ans après que Marie Anning ait réellement rencontré les Murchison. Donc on est sur un anachronisme assez flagrant. D'autre part, la fraîche et jeune Charlotte Murchison, jouée par Saoirse Ronan, ici à l'écran, est à peu près, en tout cas dans le film, elle a l'air d'être au moins d'une quinzaine, voire d'une vingtaine d'années la cadette de Marie Anning. Or, dans la vraie vie, c'était l'exact inverse. Charlotte Murchison était bien plus âgée que Marie Anning. Donc encore un autre problème d'anachronisme assez fulgurant et qui pose problème dans la mesure où donc la rencontre des personnages n'a pas eu lieu au moment où le film dit qu'elle a eu lieu, et en plus le rapport d'âge entre les deux personnages principaux entre lesquels la romance va se passer n'est pas du tout le bon.
Donc je veux dire, tout ce qui est au centre de ce film finalement est complètement anachronique, et ça, moi, ça m'a perturbé, ça. Ça m'a perturbé. En plus, dans ce film, Charlotte Murchison est une jeune femme pas très douée avec ses 10 doigts. Enfin, vous savez, c'est la jeunesse protégée de la bourgeoisie londonienne, hein, c'est ça qu'elle est censée représenter, hein, une jeune fille pas très dégourdie parce qu'elle a jamais vu le grand monde, et qui va découvrir en Mary Anning une femme forte et aventurière. Mais en réalité, Charlotte Murchison, c'est elle qui a éduqué son mari à la géologie. Là, c'est dans le film, on nous dit c'est Roderick Murchison, son mari, qui l'a présentée à Mary Anning et qui la laisse avec Mary Anning pour la distraire, quoi. Basiquement, c'est parce qu'elle est en dépression et du coup, il lui faut quelqu'un pour la distraire. Et donc, pauvre petite Charlotte Murchison qui ne sait rien à la vie va apprendre la géologie avec Mary Anning. Bah non, en fait, c'est Charlotte Murchison qui a appris la géologie à son mari. Charlotte Murchison, c'était une naturaliste accomplie. Bon bah une naturaliste femelle de l'époque victorienne, ce qui fait que on s'en souvient plus parce que ça a été écrit nulle part évidemment. Les sociétés de l'époque n'ont pas retenu le fait, mais on le sait. Je veux dire, on le sait par ses écrits. Elle a écrit des lettres évidemment, par ses correspondances. On le sait parce que son mari l'a dit. Hein, donc on le sait en fait que que Charlotte Murchison était probablement plus savante que son mari, pas l'inverse. Donc là, c'est un film qui ne fait absolument pas honneur à Charlotte Murchison. C'est un film qui, je vais pas dire salit la mémoire de Charlotte Murchison, vaut mieux en parler que de pas en parler du tout, mais enfin, quand vous pensez que maintenant, je suis allé voir tout à l'heure, mais la page Wikipédia de Charlotte Murchison commence ni par sa date de naissance, ni par la date de son décès, ni par ce qu'elle était pendant sa vie, non, sa page Wikipédia commence par « Elle est jouée par Saoirse Ronan dans Ammonite ». 2020. C'est l'importance qu'a pris ce film dans la biographie de Charlotte Murchison. Maintenant, non, si, par pitié, si vous voulez en savoir plus sur Charlotte Murchison, ne regardez pas Ammonite. Non. Surtout pas. Et c'est pareil pour Mary Anning. Mary Anning, pendant tout le film, elle fait cette tête-là pendant tout le film, elle a cet air crispé, c'est Kate Winslet du coup qui la joue, et vraiment on dirait qu'on lui a juste dit non mais tu fais la gueule, pendant tout le film tu fais la gueule, et on sait que c'était pas ça la personnalité de Mary Anning. Mary Anning c'était donc une femme qui avait du caractère. Mary Anning c'était une femme c'était une battante, voilà, elle s'est toujours battue pour nourrir sa famille, et surtout, c'est une femme qui entretenait des correspondances avec tous les grands scientifiques de l'époque. Je vous ai fait la liste tout à l'heure, mais c'est une femme qui entretenait des correspondances avec eux, et tout le monde l'adorait. Tout le monde adorait Mary Anning. Tout le monde admirait Mary Anning. C'était un personnage que tout le monde décrit comme absolument adorable, très savant, courageuse. Là, la Mary Anning qui fait la gueule de ce film, c'est pas Mary Anning. Et c'est d'autant plus un problème que du coup, maintenant, il faut que vous vous imaginiez, il y a une romance entre ces deux personnages. C'est-à-dire que vous avez d'un côté Mary Anning, endurcie et complètement acariâtre, complètement, je veux dire, vous voyez, c'est pas le visage de quelqu'un de heureux et prêt à s'épanouir dans une relation, et elle, gougourde. Qui est représentée comme une gougourde, contrairement complètement à l'opposé de ce qu'était réellement Charlotte Murchison. Donc maintenant, faut vous imaginer que, voilà, Madame endurcie et avec un sale caractère, et Madame dépressive et gourde vont devoir tomber amoureuses. Mais cette romance, on n'y croit pas une seule seconde. Et ça, c'est vraiment le gros point noir à côté des anachronismes. Le gros point noir de ce film, c'est cette romance, quoi. C'est cette romance. Pourquoi cette romance? Je ne comprends juste pas. C'est une romance. Bon bah comme je le dis, on n'y croit pas. On n'y croit pas une seule seconde parce que ça correspond pas au personnage. Et puis surtout, c'est une romance dont on sait qu'elle n'a jamais eu lieu puisque Mary Anning, elle a jamais été mariée. Mary Anning, elle a jamais eu d'enfant. La vie sexuelle de Mary Anning, c'est certainement le point le moins intéressant de sa vie, donc pourquoi vouloir faire un film dessus, déjà?
Commençons par le début. Je veux dire, pourquoi vouloir faire un film sur la vie sexuelle de Mary Anning alors que c'était probablement la chose la moins intéressante dans la vie de Mary Anning? Mais en plus, on sait que Mary Anning, de par ses écrits, elle avait un penchant pour le sexe masculin. Je veux dire, elle a quand même décrit le mari justement de Charlotte Murchison comme étant un dieu, l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Bref, il n'y a jamais eu réellement suspicion d'attirance pour d'autres femmes du côté de Mary Anning, mais même s'il y en avait eu, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est loin d'être la chose la plus intéressante à raconter au propos de cette dame qui a accompli tant de choses, quoi. Enfin, je veux dire, vous prendriez, vous, Danton et Robespierre pour raconter un film? Vous voulez raconter un film sur une romance homosexuelle pendant la Révolution française, vous prendriez Danton et Robespierre comme personnages? Bah non, non, vous prenez, vous inventez deux personnages et vous racontez votre histoire. Vous prenez pas deux figures historiques dont on sait que ça ne leur est jamais arrivé pour raconter ça. C'est-à-dire, on est presque au niveau de, au niveau de Napoléon de Ridley Scott, la façon dont il a représenté l'histoire entre Napoléon et Joséphine. Vous voyez, on est au même niveau d'invention complet, tu vois, c'est complètement sorti de nulle part. Pourquoi? De où tu t'imagines que c'était ça leur relation? Bah là, c'est pareil. Et là où ça devient extrêmement dommage, bah c'est qu'il n'y avait pas besoin d'inventer avec Mary Anning, en fait. Mary Anning, elle a déjà eu une vie absolument intéressante. Comme je l'ai dit, découverte du premier ichthyosaure, du premier plésiosaure complet, du premier ptérosaure d'Angleterre, elle a découvert des poissons fossiles, elle a découvert des milliers d'ammonites, je veux dire, c'est elle qui a basiquement construit les premières collections de la Geological Society de Londres, quoi. Donc il y avait plein de choses à raconter sur Mary Anning. Voilà, elle a rencontré les hommes les plus intéressants de son époque. Elle a rencontré Mantell, Buckland, Owen, Lyell. Elle a eu des conversations épistolaires avec, je crois, avec Cuvier. Elle était contemporaine de Darwin. Il y avait tellement de choses intéressantes à raconter sur Mary Anning. Pourquoi s'arrêter? Pourquoi inventer une romance lesbienne? Et pourquoi focaliser le film sur cette romance lesbienne si seulement c'était une histoire sur le côté? Je veux dire, moi j'ai rien contre la romance lesbienne, je m'en fous moi de la vie sexuelle de Mary Anning, mais c'est juste, ouais, si ça avait été une histoire sur le côté, moi je m'en serais dit, oh ouais d'accord, ok, pourquoi pas. Je me serais même dit, oh pourquoi pas, après tout elle était pas mariée. Mais là, centrer le film là-dessus, mais c'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée parce que contrairement à Danton et Robespierre, contrairement à Napoléon, contrairement à Abraham Lincoln, dont j'ai parlé déjà pendant cette vidéo, bah Mary Anning, c'est un personnage, c'est une personnalité historique qui est en manque de reconnaissance. Mary Anning, oui, elle était célèbre à l'époque, mais les écrits l'ont oublié. Vous savez que si c'est écrit nulle part, eh ben c'est oublié direct. C'est-à-dire 100 ans après, on n'en parle plus. Et Mary Anning, c'est quelqu'un qui a accompli des choses immenses pour la science de son pays et qui a été qui a pas été complètement effacé de l'histoire, heureusement, mais qui est largement moins connu que les personnes que j'ai pu vous citer avant, Mantell, Buckland, Owen, etc., etc. C'est quelqu'un qui avait largement sa place à l'époque dans les grands cercles de savants londoniens et qui ne trouvera cette place qu'à titre posthume. Hélas, elle ne sera intégrée à la Geological Society qu'à titre posthume. Donc bref, c'est quelqu'un qui est sérieusement en manque de reconnaissance. Donc contrairement à Danton et Robespierre, dont vous entendrez de toute façon parler tout le temps dans le bon contexte, avec les bonnes informations, juste parce qu'on en parle à l'école, contrairement à Napoléon, où pareil, même si vous voyez le film et que le film historiquement est nul, vous continuerez à en entendre parler à l'école et vous n'aurez aucun mal à trouver des documentaires. Mary Anning, par contre, c'est vachement plus compliqué. C'est compliqué de trouver des documentaires de qualité sur Mary Anning. La plupart des informations que vous trouverez, ce seront des bouquins, et alors, bonne chance pour en trouver un en français. Il y en a, hein. Il y en a. Je dis pas le contraire, mais c'est pas évident de trouver des bonnes informations sur Mary Anning. Alors, heureusement, elle a une page Wikipédia fournie parce que elle a des fans, hein, étant une femme de science forte du début de l'Angleterre victorienne, ce qui est d'autant plus remarquable. Elle a quand même un fan club, donc heureusement elle a une page Wikipédia bien fournie que je vous invite à consulter, mais elle méritait un film, quoi. Elle méritait un film, et le film qu'on a, c'est un film qui nous raconte une romance dont on se fout, parce qu'elle n'a jamais eu lieu de toute façon.
Et ouais, gros gâchis. Et puis ce film, au final, il m'a énervé. Il m'a énervé parce que, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un réalisateur qui voulait faire un film sur une romance lesbienne, parce que c'est ça qu'il a déclaré, le réalisateur, dans les interviews. Il voulait faire l'histoire d'une romance lesbienne à l'époque victorienne. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il s'est servi de Mary Anning pour arriver à ses fins. Et ça, c'est ni plus ni moins que ce qu'ont fait les scientifiques à l'époque à Mary Anning. Ils se sont servis d'elle, et de son travail, et de ses découvertes pour arriver à leur fin, c'est-à-dire pour augmenter leur prestige social et avoir des promotions au sein de la société, de la grande société londonienne. Donc ce film, il résume un peu trop bien, hélas, la vie de Mary Anning. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'est servi de Mary Anning pour faire ce qu'il voulait, sans se soucier de ce que Mary Anning aurait pu en penser. Sans se soucier de comment cette représentation de Mary Anning pouvait être désagréable, puisque encore une fois, Mary Anning est totalement détestable dans ce film, c'est vraiment pas un personnage agréable. Donc voilà, c'est un film qui se sert de Mary Anning pour arriver à ses fins, sauf que contrairement aux savants londoniens de l'époque de Mary Anning qui quand même avaient la décence de la payer pour son effort, Mary Anning, elle a pas reçu un rond. Voilà, c'était mon avis sur le film Ammonite. J'espère qu'il était pas trop salé, mais qu'en tout cas, il est juste à mon avis. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!